Bonjour Marseille, bonjour l'Europe, bonjour l'Afrique. Mon nom est Shimon Jagiello. Je suis le correspondant à Bruxelles du magazine Forbes Afrique. Et aujourd'hui, j'aurai le plaisir de modérer un débat sur une thématique d'actualité, à savoir les leçons de résilience liées à la Covid-19, mais notamment comment les startups ont transformé la crise sanitaire en accélérateur de solutions. Comme vous le savez certainement, la pandémie du coronavirus, qui a mis le monde à l'arrêt en 2019, a conduit nos gouvernements, nos sociétés, nos entreprises à se réinventer pour dépasser les fermetures de frontières, les confinements et autres distanciations sociales. Des mutations profondes donc de nos modes de fonctionnement et de principes que nous tenions pour acquis, souvent appuyés sur le digital et initiés par des entrepreneurs innovants et disruptifs. Sur le continent africain, où le défaut de connectivité affecte la majorité des zones rurales, tandis que de nombre de communautés urbaines étaient inconciliables avec les principes de confinement, ces mutations ont pris une tournure particulière. Et c'est la mobilisation sans précédent des entrepreneurs, leur adaptabilité, leur engagement au profit des populations qui a souvent fait la différence. Bien sûr, il est tentant d'énumérer toute la diversité des solutions conçues depuis le terrain, mais peut-être ce sont cependant les chiffres qui témoignent le mieux de ce dynamisme inédit des startups africaines dans la réponse à la pandémie. Ainsi, selon l'OMS, sur plus de 1000 innovations health-tech recensées à travers la planète pour lutter contre la pandémie entre 2019 et 2020, plus de 120 ont été conçues en Afrique, soit 12,8% du total. À l'instar du directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, le docteur Machitiso Moeti, certains considèrent ainsi la pandémie comme l'un des problèmes de santé les plus graves pour notre génération, mais aussi une opportunité pour faire progresser l'innovation, l'ingéniosité et l'esprit d'entreprise dans les technologies de la santé qui sauvent nos vies. Comment, à quel point, quelles mesures les entrepreneurs ont-ils mis en place pour poursuivre leurs activités durant cette pandémie? Nous allons parler et aborder parmi ces questions avec mes panélistes que j'ai le plaisir de présenter. J'ai d'abord Madame Cynthia ici, qui est la directrice générale de K-Obstec Ivoire à Abidjan. Bonjour. Bonjour Simon, bonjour à tous. Ravi de pouvoir participer à ce 5e sommet d'Emerging Valley. Merci d'être présente. Ensuite, j'ai Madame Marie-Christine Collot, qui est la fondatrice de Green Coal. Bonjour. Bonjour et ravi d'être parmi ces merveilleux panélistes qui promettent d'être inspirants. Écoutez, merci et surtout aussi, c'est vrai. Et puis, j'ai Madame Bola Bardé, PDG, fondatrice de Soso. Bonjour et ravi d'être parmi vous. Merci. Et enfin, je terminerai par Monsieur Momar Diop, qui est le fondateur d'ADN Corp au Sénégal. Bonjour Simon, bonjour Marseille, ravi d'être parmi vous pour ce sommet Emerging Valley. Ravi. Merci. Écoutez, avant peut-être d'aller dans les vifs des débats, comme vous le savez, nous sommes dans une pandémie qui malheureusement continue un peu avec le nouveau variant. Je voudrais vous demander un peu à l'une d'entre vous, comment dans la conduite de votre business, vous avez fait preuve de résilience avec votre start-up, et je m'adresserai ici à Madame Aïssi. Alors, on va dire que pour ma part, un changement qui a été, disons, dans le temps. Moi, j'opère du coup principalement donc en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. On a eu, disons, environ 2-3 mois sur nos marchés où il y a eu l'arrêt des transporteurs. Aujourd'hui, on fournit une solution technologique pour permettre le suivi de colis entre les villes africaines. Et donc, on a eu donc, cet arrêt des transporteurs, fermeture des frontières terrestres. Et nous ne faisons pas encore de cross-border. Donc, c'est vrai que l'impact n'a pas été aussi conséquent finalement pour nous. On vend aujourd'hui, comme je dis, de la technologie aux transporteurs et habituellement, c'est vrai que les équipes passent entre 80 et 90% de leur temps sur le terrain pour justement maintenir la proximité, former, accompagner. Et c'est vrai que vendre de la technologie dans des pays en développement demande beaucoup de patience, de persévérance, et c'est important finalement d'avoir cet accompagnement humain. Et du fait de la crise, on a dû préserver finalement les équipes et les clients. On a dû annuler certaines missions terrain qui étaient prévues justement donc à l'intérieur. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis un système de tuto vidéo pour permettre justement de poursuivre notre accompagnement, notre suivi, donc tout ce qui concerne la formation, l'innovation pour nos clients.
On a dû forcément mettre en place le télétravail, comme ça a été la nouvelle tendance mondiale, de pouvoir maintenir les salaires et d'accompagner vraiment, comme je le disais tout à l'heure, nos utilisateurs, même si ça a été pour nous quelque chose de temporaire, parce qu'il y a vraiment ce besoin de proximité et donc de mise en place de barrières pour pouvoir continuer à former. Et l'autre chose qui a été mise en place, c'est qu'en mars 2020, on avait prévu donc un an, donc en 2019, de lancer en mars 2020 un deuxième produit, donc qui est une offre transporteur. Donc vous imaginez bien qu'on a dû la repousser et ça nous a permis finalement de mieux s'adapter au marché, donc avec l'amélioration de nouvelles applications et surtout une redéfinition finalement de notre cible du B2C puis au C2C. Écoutez, en tout cas, j'ai bien noté qu'il fallait faire preuve de patience et de persévérance, hein, pour faire montre de résilience. Et ici, Madame Collot, je voudrais vous poser la même question. En tout cas, comment vous avez fait preuve de résilience? Quels sont éventuellement les autres ingrédients qui permettent de conduire ces activités, de mener ces activités dans cette pandémie particulière qui touche le monde entier? Alors, pour ma part, je suis à la tête d'une entreprise sociale qui se spécialise sur le recyclage et la promotion de modes de consommation durable. On travaille notamment avec des personnes qui sont vulnérables, dont on accompagne la réinsertion économique. Et ces personnes vulnérables, ces communautés, ont été les plus affectées par la pandémie, car toutes les activités, tout était stoppé par les mesures de confinement, par toutes les restrictions. Donc, nous, je dirais que ce qu'on a peut-être plus mis en avant par rapport à cette pandémie, c'est notre créativité et notre capacité à, à relever de nouveaux défis. Parce que il nous fallait absolument continuer à supporter ces communautés dont on accompagne l'autonomisation. Et donc, on a vu dans la pandémie une opportunité. On est spécialiste du recyclage, donc qu'est-ce qu'on pourrait recycler qui pourrait être nécessaire, indispensable durant cette période de pandémie? On a répondu d'une part à une problématique qui est environnementale. Il s'agit de la pollution des eaux urbaines par les huiles alimentaires usagées, car c'est une pollution qui est qui est très peu abordée. Même en France, seulement 5% des huiles alimentaires usagées sont recyclées. Donc nous, on a tenu à relever déjà ce défi, qui est un défi environnemental. C'est un défi qui a des coûts économiques aussi, parce que c'est des canalisations qui sont très souvent bouchées à cause de ces huiles alimentaires qui sont rejetées bien souvent dans l'évier. Hein. Et donc, on a commencé à se dire, essayons de recycler ça pour en faire quoi? Pour en faire en fait des savons qui sont éco-responsables. Donc, on utilise des techniques qui sont des techniques artisanales et qui sont en plus avec des ingrédients qui sont entièrement biodégradables. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est une solution qui crée de l'emploi. Donc, il y avait un besoin pendant cette pandémie, un besoin en savon. Il y a eu une hausse de 7% de la demande en savon suite à cette pandémie. Donc, il fallait satisfaire cette demande-là. D'une part, donc, on a valorisé le local, on a répondu à une problématique environnementale et ce sont 14 emplois qu'on a réussi à créer en pleine période de pandémie. Donc, des emplois pour des femmes qui sont des femmes anciennes victimes de violences, pour des jeunes en réinsertion sociale. Donc, on est assez fiers de ce résultat-là et pas uniquement parce que dans la mesure où, encore une fois, on est une entreprise sociale, pour nous, c'était important qu'il y ait un impact plus fort pour les communautés. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est un système solidaire. Pour chaque savon acheté, un savon était offert à des structures dans le besoin. Donc, on a pu faire comme ça des distributions de savons gratuites au sein d'orphelinats, au sein d'écoles, au sein d'hôpitaux. On a travaillé aussi avec certaines communes, donc avec certaines villes, pour des sensibilisations autour du lavage des mains. Et bien sûr, comme beaucoup d'entreprises durant cette pandémie, on s'est attelé à un nouveau défi aussi. On s'est lancé un peu dans la tech, mais de manière différente, parce que on a en fait travaillé avec une association qui est dans la création de jeux vidéo pour créer un jeu vidéo de sensibilisation aux maladies liées à l'eau et à l'hygiène et à l'assainissement. Parce que oui, la pandémie est là, mais il faut savoir que dans des pays comme Madagascar,
Se laver les mains, c'est pas juste un geste du quotidien, c'est un geste de survie. La diarrhée est encore la deuxième maladie qui est la deuxième cause de mortalité des enfants de moins de 5 ans dans le pays. Donc, on a besoin de se laver les mains, pas uniquement pour lutter contre la pandémie, mais aussi pour lutter contre toutes ces maladies-là. Donc, on a tenu à relever tous ces défis-là ensemble et c'est des partenariats multi-acteurs qu'on a pu créer à l'occasion de cette pandémie, un Donc, partenariat j'ai bien avec un compris. laboratoire Vous de m'avez dit qu'on recherche peut et laisser peut-être voilà. la parole à d'autres personnes parce que j'imagine que vous avez beaucoup, Oui, beaucoup bien sûr. d'initiatives et je reviens certainement vers vous sur la problématique de la santé. Mais donc, j'ai pu comprendre que pour vous, donc, la pandémie était une créatrice d'opportunités. Et c'était le cas aussi pour vous, Madame Bardet, avec votre entreprise? Tout à fait, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sou est une entreprise, c'est une start-up dans le domaine de la santé et on permet aux personnes de la diaspora africaine en France et dans le monde d'offrir la meilleure qualité de soins à leurs proches qui sont basés dans leur pays d'origine. Donc, on propose des couvertures d'assurance, on propose un accompagnement du parcours de soins des bénéficiaires, on propose également un suivi des personnes personnalisées, des personnes qui vont souffrir des maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension. Ces personnes n'ayant pas malheureusement sur place l'accompagnement nécessaire, n'ayant pas malheureusement sur place l'accès à des solutions de financement type assurance. Et donc, nous, à travers le financement de la diaspora africaine, qui est nombreux à travers le monde, hein, c'est 33 millions de personnes et c'est 100 milliards d'euros qui sont envoyés tous les ans par la diaspora africaine à leurs proches, dont 20% sont dédiés à la santé des proches. Et on s'est dit, cet argent, on va permettre de mieux le flécher et d'améliorer l'accès à la santé à ces proches qui reçoivent cet argent. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est on s'est lancé en 2020 en Côte d'Ivoire, donc juste avant la pandémie du coronavirus. Donc, c'était un vrai, vrai challenge de se lancer en janvier et de se retrouver au mois de mars, juste avant une levée de fonds. Un peu dans une situation très très critique. Donc pour nous, c'était une vraie preuve de résilience de cette sortie, de cette crise qui était une vraie vraie crise. Et comme ma collègue, on a voulu transformer ce challenge en opportunité, sinon on serait plus là. Et pour nous, l'idée était de voir quel rôle on pouvait jouer en tant que Soussou au sein de cette pandémie-là. Durant le premier confinement, par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé, c'était une période qui était très très tendue, c'est-à-dire que les frontières étaient fermées entre la France et l'Afrique. Les gens de la diaspora n'avaient plus du tout accès à leurs proches. On était bombardés d'informations contradictoires sur ce qui se passait sur le continent. Les gens ne pouvaient plus accéder à Western Union, enfin, excusez-moi de dire le nom de la marque, mais c'est des canaux de transfert d'argent pour envoyer de l'argent à leurs proches. Donc c'était très compliqué. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est apporter de l'information aux membres de la diaspora africaine sur les différents pays, sur l'état de la pandémie dans les différents pays à travers notre site d'information. C'est également organiser de la livraison de kits sanitaires type gel hydroalcoolique, masques, ce genre de choses, qu'on livrait aux proches des personnes de la diaspora, au moins pour les rassurer sur ce fait-là. Ici, en tout cas, dans Et votre ensuite, analyse, oui, en tout cas, pardon, dans votre allez-y. analyse, en tout cas, dans Ouais. votre analyse, que j'avais un peu regardé, voilà, quelles sont les thématiques liées à l'e-santé, et un de vos, je dirais, confrères, un autre start-upper, qui est Monsieur Degbo, qui est à la tête de REMA, avait mentionné ce manque justement d'assurance santé pour les populations africaines, qui était une des grandes problématiques. L'autre qu'il m'avait cité, qu'il a cité aussi, ce sont les déficits d'infrastructures au niveau de la connectivité. Et ici, je vais alors me tourner vers vous, Monsieur Momar. Est-ce que parfois ces difficultés d'infrastructure, ces manques de connectivité entre surtout les villes et le monde rural posent-ils un défi et quelle opportunité en ressort aussi éventuellement selon votre analyse? Merci. Je vais d'abord me présenter rapidement. Donc, Momar Diop, je suis le fondateur de la société ADN. Donc, ADN, nous accompagnons les grandes entreprises, donc ce qu'on faisait dans un premier temps, sur les problématiques d'analyse de données et de chatbot. Et pendant la crise, on a vu cette difficulté-là parce que notre travail s'est fait beaucoup en proximité chez les clients pour aller chez eux. Et ces problématiques de connectivité-là, pendant la crise, on a dû y faire face parce qu'on devait travailler de chez nous. Et pour beaucoup de projets, devoir déployer chez des clients qui n'avaient pas forcément les infrastructures
qui permettait de. Donc effectivement, un gros défi pendant la crise de Covid qui a éveillé également comment dire, la sensibilité des entreprises, des grandes entreprises, mais également, à notre grande surprise, la sensibilité des PME. Parce que je disais tout à l'heure, on travaille essentiellement avec des grandes entreprises. Et là, pendant la crise de Covid, nos services qui étaient inaccessibles pour des PME devenaient presque vitaux pour des PME qui devaient pouvoir continuer à travailler avec leurs clients, pouvoir continuer à analyser leurs chiffres, prendre des décisions. Et là-dessus, on a eu la chance d'avoir des partenaires de développement comme la coopération allemande, des organismes comme l'accompagnement des PME comme la DPME au Sénégal, qui nous ont accompagnés et ont accompagné ces PME pour que nos services qui, a priori, sont plus destinés à des grandes entreprises, puissent être accessibles pour les PME pour qui c'était une problématique de survie, ça devenait vital. Donc oui, problématique d'infrastructure qu'on rencontre et dans les grandes entreprises et dans les PME. Et grâce à cette souplesse-là et l'accompagnement d'organismes, on a pu le faire. Bah, écoutez, vous parlez aussi d'infrastructure, et là, je voudrais vous tourner vers vous, Madame Cynthia. Vous êtes donc spécialisée dans la logistique, et comment une entreprise, une start-up comme la Belle, peut-elle pallier aux problématiques de logistique physique que nous rencontrons dans pas mal de pays, je dirais, africains? Alors, Keopstech, en fait, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir connecter les villes. Donc, l'objectif, c'est vraiment de connecter l'intégralité des territoires et de permettre justement que l'expédition, la livraison, elle soit accessible, sachant que nous, notre particularité, c'est qu'on n'est pas sur de la livraison urbaine, ni sur de la livraison régionale pour le moment, et qu'on va vraiment vers l'intérieur du pays. Donc, quand on a lancé la boîte, l'objectif, c'était d'aller toucher les acteurs informels, donc c'est-à-dire toutes les compagnies de cars qui sont voilà, dans les gares routières. Donc imaginez-vous bien aller voir ces personnes et leur dire, bon écoutez, les gars, vous allez arrêter d'utiliser votre papier carbone, vos papiers, parce que des fois, il n'y a même pas de système informatisé, en leur disant, nous, on a déployé une solution qui est sur du smartphone, et on va vous demander de pouvoir utiliser cette solution. Donc la première question, c'est déjà qui vous ciblez en tant qu'utilisateur, parce que finalement, on n'a pas forcément que des personnes lettrées au niveau de cette cible-là. Et deuxièmement, c'est OK, vous êtes sur une niche où vous allez digitaliser des flux entre Abidjan et Korogo, donc à 500 bornes d'Abidjan. Nous, on n'a pas forcément de connectivité, on n'a pas forcément de connexion. Et donc, ce qui a été fait, c'est que dès le départ, on avait étudié un petit peu quand même le marché. Et la particularité de notre offre, c'est qu'on offre une solution offline. Donc, c'est-à-dire que je peux faire de la création de colis en gare sans forcément qu'il y ait de la connexion. Et dès qu'à un moment donné, un des utilisateurs sera connecté à Internet, là, on aura de la synchronisation au niveau du back-office. Donc, on a cette solution offline qui permet déjà aux utilisateurs de pouvoir travailler correctement en tenant compte des barrières. Parce que bon, nous aujourd'hui, on n'offre pas d'infra, vraiment de la technologie. Donc, on aimerait bien qu'il y ait de la connectivité partout, mais c'est pas le cas, donc il faut s'adapter. Et ensuite, on est sur un système où il n'y a pas d'imprimante, il n'y a pas de code barre. On a fait les choses de la manière la plus basique et la plus adaptée finalement aux réalités terrain. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur du scan comme une photo, sur de un code qui est généré automatiquement via un algorithme et qui permet juste d'écrire avec un stylo sur le colis le nom du colis. Donc, on a simplifié au maximum en tenant compte justement de notre cible pour pouvoir y arriver parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'avancées en termes de connectivité, mais dès qu'on sort des capitales, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça, c'est une réalité. Ici, je voudrais revenir parce que je trouve que, bon, voilà, comme nous sommes encore une fois, un nouveau variant est sorti, nous sommes encore une fois toujours dans cette pandémie qui malheureusement continue. Et donc, la problématique ici de l'e-santé me semble assez intéressante. Avant de commencer ce panel, j'avais vu un chiffre qui, moi, m'a quand même assez fort surpris, c'est qu'en Afrique, nous avons que 2,7 médecins pour 10 000 habitants, ce qui est 7 fois inférieur aux recommandations de l'OMS. Alors ici, Madame Bordet, j'aurais la question, vous qui êtes spécialisée aussi dans cette thématique, comment réduire, comment augmenter le nombre, je dirais peut-être, de médecins et en quoi ici le numérique peut-il apporter sa contribution
à faire développer et faire évoluer, je dirais, le secteur sanitaire au niveau africain. Hmm. Votre remarque est bonne. Il y a d'ailleurs une anecdote qui dit, je suis d'origine béninoise, hein, qu'il y a plus de médecins béninois en région parisienne que dans l'ensemble du Bénin. Donc, c'est juste pour vous dire que la criticité de la situation. Effectivement, il y a malheureusement une fuite des cerveaux, il y a une fuite de cette compétence médicale qui, dès lors qu'elle a l'occasion d'aller se former à l'étranger, hors des frontières du pays ou africaine même, ne revient pas forcément. Donc il y a un travail à faire pour attirer, rapatrier, si j'ose dire, le phénomène de repat, faire revenir ces cerveaux dans leur pays d'origine, et ça passe à travers plusieurs choses. C'est à travers une infrastructure également. Il faut des plateaux techniques qui sont solides. Il faut également des conditions salariales qui soient très intéressantes, qui soient importantes, qui permettent aux médecins de vivre correctement à travers les diplômes qu'ils ont durement acquis. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc réviser toute cette organisation-là au niveau des salaires. Et le plus important, vous l'avez dit, c'est au niveau de la technologie. La technologie aujourd'hui permet d'apporter l'accès à la santé dans des régions les plus reculées possibles, que ce soit en Europe ou en Afrique, à travers par exemple la télémédecine qui permet de connecter. Et quand on parle de télémédecine, on imagine des choses très compliquées, hein, mais ça peut être juste des systèmes, des technologies très très simples qui peuvent être installés dans des dispensaires ou des points focaux un peu disséminés dans des zones rurales, qui permettent en fait d'effectuer des consultations à distance avec des médecins et permettent justement, sans pour autant exposer les compétences médicales dans les zones rurales, apporter l'accès à ces populations-là. Donc la technologie aura un rôle extrêmement important à jouer et c'est quelque chose sur lequel nous sommes en train de travailler, nous, aujourd'hui, chez Soussou. Effectivement, le challenge étant le problème de connectivité, mais on sait trouver des technologies qui sont low data avec lesquelles on arrive à travailler. Et le deuxième challenge étant effectivement le faible niveau d'analphabétisme qu'on peut avoir dans cette région. Mais on a des tendances de fond qui sont très encourageantes. On a le taux de pénétration des smartphones qui évolue d'année en année. On en parle d'une progression de 25% par an de la pénétration des smartphones. On parle d'une classe moyenne qui est également croissante en Afrique subsaharienne. Donc il y a vraiment beaucoup d'indices qui vont dans le sens d'apporter de manière qualitative l'accès à la santé à travers la technologie dans des régions qui n'ont pas accès aujourd'hui. Ici, alors, je vais aller maintenant aussi par Mme Colo, parce que j'ai cru comprendre que ces thématiques étaient quand même proches de vos activités aussi. Est-ce que vous pensez que quelque part le numérique pourra remplacer à terme la médecine, je dirais, soit traditionnelle ou conventionnelle telle qu'on la connaît, qu'on l'a connue, je dirais, massivement avant la pandémie? Est-ce que vous m'entendez? Excusez-moi, mon son s'est coupé. Est-ce que vous pouvez répéter? Excusez-moi. Je disais, parce qu'on voit quand même qu'il y a un développement comme accru de l'utilisation du numérique dans le secteur de la santé. Et ma question, parce que j'ai cru comprendre quand même que la santé était une thématique proche de vos activités, est-ce que vous pensez que le numérique remplacera ou dépassera, je dirais, l'utilisation de la médecine dite conventionnelle, donc aller chez un médecin physiquement s'y rendre? Allô? Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Vous m'entendez bien? Allô? Allô, allô? Est-ce que vous nous entendez, Madame Colo? Je vous entends, mais ça vient tout. Je crois que non. Donc oui, par rapport à la question, est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Oui, oui, oui. Alors, ma question était, est-ce Oui. que vous pensez que le Oui, numérique, oui, j'ai
Oui, j'ai pu l'entendre. Alors par rapport à cette question, mes camarades ici sont pleinement dans cette, dans le numérique et ce n'est pas mon cas. Je l'ai dit plus tôt, je suis plutôt, je suis plutôt dans un entrepreneuriat, qui pourrait être, plus classique, malgré Mhm. nos angles innovants. Mais, mais on se rend très vite compte en fait qu'il y a ce besoin de s'orienter vers le numérique, vers ces solutions du numérique, malgré ce gap, hein, ce gap digital, en tout cas, le fait que énormément encore bon nombre de la population à Madagascar, qui est une population majoritaire, qui vit majoritairement sous le seuil de pauvreté, euh, n'a pas accès à ces technologies. Et même, ce que je dois dire, c'est que en tant qu'île, par rapport à d'autres, à nos camarades du continent, je dois dire que on a encore plus de difficultés, ne serait-ce qu'avoir accès à certains réseaux sociaux. Pour nous, ce n'est pas du tout, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux. Donc, on a l'impression d'être un peu isolé de toute cette effervescence, en tout cas sur les techs. Mais ce qui me, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a de plus en plus de solutions qui sont portées par la jeunesse, cette jeunesse de Madagascar qui est de plus en plus créative. Et, euh, et je ne dirais pas, je ne dirais pas qu'on finira par remplacer entièrement. Je dis que c'est un complément parce il faut pas imaginer que voilà, le numérique remplacera tout, remplacera l'humain. On a besoin de ces contacts humains et la pandémie nous a aussi prouvé qu'on avait besoin de ces contacts-là et que dès qu'on a une phase de confinement qui est levé, ben, on est tout simplement soulagé en fait de pouvoir à nouveau avoir ces contacts. Donc, c'est un outil qui nous est nécessaire aujourd'hui, notamment dans le domaine de la santé, mais ça ne remplacera pas non plus ces échanges que l'on peut avoir avec ces médecins, ce rapport aussi humain que l'on peut avoir et qui nous est nécessaire. Donc, c'est une réponse et une vision très personnelle, hein, mais je ne sais pas si d'autres ici la partagent, mais voilà, en tout cas Mais pour qui est ma tout à part. fait, est tout à fait pertinente, hein, je dirais. Voilà, ici vous dites que c'est un complément et que le besoin physique est nécessaire. Donc, écoutez, moi je trouve un point de vue qui diverge un peu et qui est très très pertinent. Mais voilà, qu'on parle de l'utilisation des technologies, de la consommation, et là on dit mais entre combien, je dirais, les réseaux sociaux ainsi que la consommation technologique a augmenté. Et ici, Monsieur Moma, vous avez dit que vous êtes proche des entreprises et des besoins des PME. Est-ce que de votre point de vue, cette pandémie qui a accéléré cette consommation de la technologie a mis en place peut-être de nouvelles méthodes, de nouveaux business models, ou peut-être voire même de nouvelles méthodes d'organisation avec les employeurs? Avec les employeurs ou les entreprises en général? Les entreprises en général et même vis-à-vis de nos employeurs éventuellement. Et si oui, comment et comment cela a-t-il changé, notamment avec des apports d'aide technologique que vous faites? Oui. Sur les entreprises, clairement, tout à l'heure, je parlais essentiellement des grandes entreprises. Et là, même nous, au sein de notre entreprise, notre activité elle a légèrement changé. On a créé un nouveau produit qui permet aux entreprises de faire leur facturation et leur comptabilité en ligne. Et ce qui semblait parfois, et avant, je dirais, quelque chose de secondaire, devient problématique et prioritaire pour beaucoup d'entreprises. Donc, cette problématique de transformation digitale devient importante, primordiale. Les PME en premier, elles sont moins dotées en ressources humaines. Et donc, une PME, pour devoir facturer, suivre les paiements de ses clients, s'assurer que les factures sont envoyées à l'ECO, n'aura pas les mêmes moyens qu'une grande entreprise qui a du personnel qui peut travailler là-dessus. Et donc, oui, on a vu un grand changement également du côté des PME et des PME dans l'informel surtout. À notre grande surprise, qui est le niveau de, comment dire, de tech literacy, de connaissance des outils numériques, étaient obligés d'y aller, étaient demandeurs. Si on prend le transport, je pense qu'il y a
notre collègue de KEOPS qui est dedans, de voir des entreprises qui sont dans le transport venir demander des solutions de tracking de leurs camions, des solutions de facturation, c'était pour nous une grande surprise. Donc ça, sur la manière de fonctionner des entreprises, vraiment un accélérateur dans tous les sens. Grande entreprise comme PME, PME dans le formel comme PME dans l'informel. Nous, ce qu'on a beaucoup vu et qui nous a poussé à faire cette application en ligne, c'est le côté facturation et suivi des membres. Et côté employeur, ce qui est marrant, c'est que on pensait, avec nos collaborateurs en Afrique, ne pas avoir la même demande forte de télétravail qu'on a avec les collaborateurs en Europe. À notre grande surprise, ce n'était pas le cas. Avec les restrictions sanitaires, les gens ne pouvaient pas prendre les transports, ne voulaient pas prendre les transports, et donc les collaborateurs demandent ça à leur employeur, demandent à avoir la possibilité d'être en télétravail, et être en télétravail veut également dire avoir la connectivité. Donc nos entreprises se sont également retrouvées, en plus de devoir gérer la problématique de management d'équipes à distance, de devoir leur fournir de la connectivité dans les régions, villes et ruralités dans lesquelles ils se retrouvaient. Donc nous, côté employeur, c'est deux éléments. Devoir gérer cet aspect de télétravail, d'une part côté manager, mais également fournir aux équipes le matériel et l'infrastructure pour travailler, mais au niveau organisationnel aussi dans l'entreprise, tout ce qui était fait en présentiel, toutes les réunions en présentiel, le café qui permet d'échanger et de pouvoir dénouer certains problèmes, c'était des e-cafés maintenant où il fallait pouvoir dénouer via la cam comme on est en train de le faire, les situations un peu compliquées. Donc côté employeur également, un gros challenge et qu'on a adressé avec grand plaisir. Donc, j'ai cru aussi qu'un besoin des PME, expérience, d'étendre le réseau, parce que selon vous, l'utilisation de la technologie va quand même prendre encore le pas et va se poursuivre, pandémie ou pas. Donc, l'extension d'un réseau donc, serait nécessaire et une demande croissante donc, des entreprises, qu'elles soient grandes, PME, formelles, informelles, comme vous venez de le mentionner, j'ai cru comprendre. Alors ici, je vais quand même faire partir, encore une fois, parler d'expérience et je vais retourner vers vous, Madame Aïssi. Voilà, ça fait 2 ans que nous sommes maintenant ici en pandémie. Avec le recul, que retenez-vous de celle-ci et quels écueils pour vous faut-il éviter et quelles sont les grandes tendances pour les années à venir du côté des PME et start-up africaines? Alors, ce que je pourrais dire, c'est que la pandémie, justement, elle a agi partout dans le monde et qu'elle a été finalement comme un véritable... elle a été vraiment révélatrice, force et des failles pour moi de chaque pays. Historiquement, je pense que toutes les sociétés ont dû, de toute façon, à un moment donné, affronter ce qu'on appelle donc le virage du numérique. Et je pense que la contrainte dans notre zone africaine, c'est que finalement l'Afrique, elle doit prendre ce virage dans un temps beaucoup plus court parce que on est face à cette contrainte de la pandémie. Après, avec du recul, je pense que ce que je pourrais dire, c'est que la connectivité, parce qu'on parle de digitalisation, comme le disait tout à l'heure Marie-Christina, pardon, on parle beaucoup de digitalisation, mais on oublie que derrière, sur le terrain, il y a tellement de contraintes qui nous mettent des bâtons dans les roues finalement. Et je pense que la connectivité, elle représente vraiment un socle de développement économique et qu'il faut qu'on s'en rende compte. Un socle économique, je pense, à la fois pour relier les individus aux entreprises. Comme le disait Momar, en tant qu'employeur, c'est bien beau de dire aux équipes, allez en télétravail, mais si elles n'ont pas de connectivité, elles ne peuvent pas travailler. C'est aussi à la fois un moyen pour relier les individus aux administrations. Il parlait de facturation, donc comment on développe certains services, comment on développe le e-commerce, le microfinancement, comment on arrive à faciliter grâce à cette connectivité justement des démarches administratives, mais aussi pour permettre justement à des activités informelles de se développer. Alors moi, je suis en plein dedans et c'est vrai que ça permet donc voilà d'aider justement à développer ces activités informelles, mais ça permet aussi de rechercher des investissements. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, je pense que tout le monde le savait, mais comme dans la vie de tous les jours, on sait plein de choses, mais tant qu'on n'est pas
face à un mur, du coup, les choses, elles ne bougent pas. Et là, c'est vrai que les technologies, finalement, elles dessinent tout un nouveau futur pour notre continent. Et je prends souvent l'exemple des vendeuses de marché qui, finalement, elles gagneront plusieurs heures et moins même de risque de vol si elles peuvent finalement même commander, payer leurs produits par téléphone, comme elles le font déjà via le mobile payment, comme c'est Mhm. déjà beaucoup le cas, par exemple, au Kenya. Et je pense que tout simplement, il faut en être conscient. Et il y a des politiques à mettre en place. Et il y a surtout une réflexion à faire sur le long terme. Et je précise vraiment sur le long terme. Aujourd'hui, c'est pas de se dire, OK, on a vécu, on est encore en train de vivre cette pandémie. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il en ressort? C'est sur le long terme, dans 10, dans 20, dans 30 ans, comment on voit finalement ce déploiement du numérique en Afrique en tenant compte de notre culture, en tenant compte de nos contraintes, en tenant compte du monde de connectivité, d'infrastructures, etc. Donc toujours, en fait, c'est quelque part innover en fonction de la réalité dans laquelle on se trouve. Je dirais Tout à par fait. pays, même d'ailleurs, et même au niveau localement. Vous avez parlé du financement, et ici, Madame Bardet, j'aimerais bien faire appel à votre expérience. Le financement est quand même important pour l'accélération de l'innovation sur les continents, pour le développement de startups. Euh, Comment financer son entreprise dans la crise actuelle et comment faire appel à le financement pour lancer son idée, surtout dans cette époque où on a une forte digitalisation, que les plateformes diverses proposent ce genre je dirais, de solutions. Paradoxalement, cette période de crise a été celle qui a été, et toujours en plus, celle qui est le plus propice au financement des startups. Jamais, même on regarde le bilan des financements de startups en Afrique, on n'a jamais atteint de tels sommets, ni en Afrique, ni en Europe, ni ailleurs dans le monde. Ça veut dire que l'investissement vers les startups, il est très optimiste, très bullish, comme on le dit. Donc les gens croient vraiment au développement de la société à travers l'innovation technologique que peuvent apporter les startups. Et ça, c'est une extrêmement bonne nouvelle pour les startups. Aujourd'hui, moi, je dirais que quand on est une startup, quand on a une bonne idée, quand on a une belle équipe pour l'exécuter, le financement, il arrive, je dirais pas tout seul, mais il arrive quasiment de manière euh, naturelle parce que les investisseurs s'intéressent aux projets porteurs. Donc, il y a évidemment différents types de financement. Aujourd'hui, en France, on va avoir les financements publics à travers des institutions comme telles que la BPI France. Je parle de la France, excusez-moi, parce que je suis entre la France et l'Afrique. On a également des institutions publiques en Afrique telles que l'AFD et ce type d'institutions qui investissent à travers d'autres partenaires dans des startups également. On a le crowdfunding, qui commence à quand même être vachement populaire aujourd'hui. Et on a plusieurs alternatives. Donc franchement, je pense que le financement aujourd'hui, la meilleure manière d'accéder à du financement est d'avoir une belle idée, une belle équipe pour l'exécuter et une belle preuve de concept. Normalement, avec ça, on arrive en étant un peu, en réseautant bien évidemment, en allant chercher dans l'écosystème voilà, les personnes qui peuvent nous apporter voilà, du réseau de ce côté-là. On arrive normalement en principe à financer sa startup. Donc ces trois éléments, vous dites quelque part d'avoir une belle équipe, une belle idée déjà permettront d'avoir en fait accès à un financement qui viendra naturellement, je dirais. Un peu plus qu'une idée. Un peu plus qu'une idée. Il faut que l'idée soit également, on va dire, incarnée par quelques réalisations. Donc après, ça dépend du stade de la startup. En fonction du stade, on a accès à différents types de financement. Malheureusement, comme vous voyez, le temps file. Je dis que vos interventions sont tellement pertinentes et j'aimerais bien même continuer le débat, mais nous sommes limités par le temps. Moi, il y a un élément que j'ai un peu retenu aussi de vos diverses opinions, c'est donc la jeunesse quelque part. Et moi, pour donner ma petite pierre à l'édifice, petite contribution, je voudrais quand même clôturer ce débat en citant un philosophe français qui dit que les jeunes se révèlent en matière d'innovation aux meilleurs instructeurs. Alors, quand on sait que l'Afrique est considérée comme le continent au monde et qu'il y a vraiment un vivier de talents et d'innovateurs, je suis persuadé encore qu'à l'avenir, nous aurons encore beaucoup de leçons à tirer, en tout cas du continent. Pour ma part, je voudrais vous remercier à vous tous pour vos
votre expertise, votre expérience de terrain que vous avez partagée. Nous aurons pu encore certainement débattre plus longtemps. Merci à vous. Merci à l'audience qui nous a suivis. Et je souhaite à celle-ci, écoutez, une bonne suite d'Emerging Valley ici à Marseille. Merci à tous. Merci à toutes et à tous. Au revoir.